Alors, jusqu'où irait-on exactement pour s'acheter le temps nécessaire au bonheur? Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre vraiment fascinante, un texte un peu méconnu, qui est en fait le brouillon très complexe du célèbre chef-d'œuvre L'étranger. Il s'agit du tout premier projet de roman d'Albert Camus, écrit à la fin des années 30. Et vous allez voir, ça pose des questions profondément provocatrices qui éclairent toute sa philosophie de l'absurde. Gardons bien cette idée en tête, parce que c'est vraiment le fil rouge de notre exploration. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le récit s'ouvre sur une image vraiment saisissante. Imaginez un peu, on est par une matinée d'avril. Il fait froid, mais le soleil est étincelant. La lumière est pure, le ciel d'un bleu glacé. Et là, on a un homme, Patrice Merceau, qui marche d'un pas super régulier vers une villa totalement silencieuse. Il a juste une valise à la main. En fait, le décor est presque trop innocent, trop parfait. Et c'est exactement le contraste que Camus cherche à installer avant de nous confronter à l'irréparable. Ce qui nous amène à la première grande partie, le meurtre de Zagreus. Je ne supprime qu'une moitié d'homme. On voudra bien ne pas m'en tenir rigueur. Cette citation, elle fait froid dans le dos, non? Elle est tirée d'une lettre posée bien en évidence et elle donne tout de suite le ton. Merceau entre dans la chambre de Roland Zagreus, un homme très riche mais lourdement handicapé, amputé des deux jambes. Le truc incroyable, c'est que Zagreus avait lui-même écrit cette lettre de suicide bien avant ce jour fatidique. Et Merceau, avec un sang-froid absolu, va utiliser ce document pour maquiller son acte en suicide. Pendant que la lettre légitime le meurtre aux yeux du monde, Merceau vide méthodiquement le coffre-fort et bourre sa valise de billets. L'exécution en elle-même, elle est racontée avec un détachement presque clinique. Zagreus regarde par la fenêtre, il contemple tranquillement la beauté de la matinée. Il ne résiste absolument pas. Quand le canon froid de l'arme touche sa tempe, ses yeux se remplissent simplement de larmes. Et c'est Merceau qui ferme les yeux au moment d'appuyer sur la détente. C'est une mise en scène macabre et glaciale. Il place ensuite l'arme dans la main de sa victime pour que l'illusion soit parfaite. Il prend la fortune et il repart tranquillement dans la lumière du soleil. Mais bon, pour comprendre ce geste extrême, il faut faire un petit bond en arrière. Voici donc la section suivante, la misère du quotidien. Parce qu'avant ce crime, il faut savoir que la vie de Patrice Merceau, à Alger, c'est une véritable prison sans barreaux. On parle de 8 heures par jour à s'épuiser dans un bureau sordide et poussiéreux sur le port, littéralement écrasé par la chaleur estivale et l'odeur piquante du goudron. Sa routine est aliénante au possible. Il passe son temps à traduire des listes de provisions pour des navires anglais, et ses dimanches, ils sont désespérément vides. Il reste planté sur son balcon à regarder la foule s'écouler. En fait, il vit entouré des fantômes de sa propre pauvreté, dans le petit appartement misérable où sa mère est morte. Et il y a un personnage clé qui cristallise la terreur de Merceau face à cette existence, c'est Cardona. Cardona, c'est son voisin, un tonnelier sourd et muet. Un soir, Merceau le trouve recroquevillé dans une chambre d'une saleté repoussante, en train de pleurer à chaudes larmes sur la photo de sa mère décédée. Et là, face à ce désespoir absolu, face à cette soumission totale à une vie résignée et solitaire, le cœur de Merceau se révolte. C'est simple, il refuse catégoriquement de finir comme ça. Du coup, ça illustre brillamment l'injustice fondamentale que Camus veut nous montrer. Regardez bien. D'un côté, on a Roland Zagreus, une fortune immense, une intelligence ultra lucide, mais un corps brisé qui l'empêche d'en profiter. Et de l'autre, Patrice Merceau, un corps sculpté par la jeunesse, plein de vitalité, mais totalement emprisonné par le vide spirituel, la pauvreté et ces fameuses heures de bureau qui dévorent son temps. C'est vraiment la collision de ces deux tragédies qui va mettre le feu aux poudres. On passe à la suite, la philosophie de l'argent. Alors ici, le cœur philosophique du roman, c'est la logique implacable de Zagreus. On peut la résumer en 3 étapes bien précises. Étape 1, il postule que la vocation suprême de l'être humain, c'est le désir conscient d'être heureux. Étape 2, il affirme que ce bonheur profond demande énormément de temps. Et enfin, l'étape 3, la conclusion purement mathématique. Pour avoir ce temps, il faut s'affranchir du travail quotidien. Et devinez quoi, c'est l'argent et seulement l'argent qui permet d'acheter ce temps. Comme Zagreus le dit si bien, avoir de l'argent, c'est avoir du temps. Je ne sors pas de là. Le temps s'achète. Il balance cette vérité de manière complètement brutale et décomplexée. Il balaye d'un revers de main l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur. Pour lui, si vous avez le cœur pur et l'exigence de vouloir être heureux, vous avez le droit fondamental d'être riche, peu importe les moyens. L'ironie macabre de l'histoire, c'est que Zagreus a l'argent, oui, mais son handicap l'empêche physiquement d'atteindre ce bonheur. Et vous savez, c'est exactement cette philosophie qui sert de véritable motif à l'assassinat. Dans la tête de Merceau, ce n'est pas un meurtre de sang-froid, c'est un transfert de ressources. Il prend cet argent pour accomplir le destin que Zagreus ne peut plus vivre. Mais forcément, en lisant ça, une question énorme nous saute au visage. Est-ce que l'argent permet vraiment d'acheter le temps? C'est tout le pari de Merceau.
Voyons un peu ce qui se passe juste après le meurtre. Pas de crise de conscience immédiate, non. C'est plutôt une réaction totalement physique, presque fiévreuse. Le premier jour, il rentre et dort tout l'après-midi. Le lendemain, il se réveille avec de la fièvre et récupère un mot du médecin pour le boulot. Très vite, il quitte sa maîtresse Marthe et prend un bateau pour Marseille sous prétexte de se reposer. Et à peine arrivé en Europe, il saute dans un train. Direction l'Europe centrale, direction Prague, pour enfin réclamer son fameux temps. Et nous voici à l'étape suivante, l'évasion vers Prague. Sauf que la réalité sur place, c'est une sacrée douche froide. En arrivant, il s'installe dans la chambre 34. Et le décor est sordide. Des murs fissurés, des ampoules collantes de crasse. On est bien loin de la grande liberté triomphante qu'il espérait. À la place, Meursault se retrouve physiquement en train de se dégrader, en sueur à cause de la fièvre, et il se prend soudainement, de plein fouet, le poids absolument écrasant de la solitude. Ce qui nous plonge dans la dernière partie de notre analyse, le poids de la liberté. C'est d'une cruauté ironique, il a réussi à acheter son temps, mais ce vide immense le paralyse totalement. La narration devient très sensorielle. Alors qu'il erre dans Prague, une odeur le foudroie littéralement. Une odeur inattendue et agrélette de concombre trempé dans du vinaigre. Ce tout petit détail, cette simple odeur de rue, déclenche chez lui une crise de panique existentielle énorme. Ça le laisse en larmes, complètement perdu. Poussé par cette angoisse terrifiante, il court se réfugier dans un petit restaurant en sous-sol, éclairé par des lueurs rouges assez étouffantes. Et à l'intérieur, il y a un accordéoniste aveugle au regard totalement fixe. L'ambiance est lourde, écrasante, et ça amplifie ce sentiment d'aliénation totale chez Meursault. Face à cet homme aveugle, il comprend à quel point il est devenu un étranger pour lui-même et pour le monde. C'est le comble du paradoxe. Cette liberté sans limite qu'il désirait plus que tout se transforme en une nouvelle routine terrifiante. Pour fuir sa propre angoisse, il se crée un emploi du temps. Il se lève tard avec sa fièvre persistante, il visite systématiquement toutes les églises baroques de la ville pour se cacher dans l'odeur de l'encens. Il passe ses journées entières à esquiver les odeurs acides des rues, et il finit toujours par retourner se cacher dans un sommeil anxieux, presque enfantin. Bref, il passe son temps à fuir la liberté qu'il a volée. Et c'est là-dessus qu'on arrive à une réflexion finale captivante. L'argent a effectivement libéré le corps de Meursault de son travail épuisant, mais a-t-il vraiment acheté son bonheur ? Patrice Meursault a-t-il atteint sa mort heureuse, ou a-t-il simplement troqué sa pauvreté physique contre une immense aliénation spirituelle ? La suite de ce brouillon assassinant d'Albert Camus détient les réponses. Mais cette question sur le véritable prix de la liberté nous laisse forcément songeurs. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour explorer d'autres grandes idées.